Je déteste en général faire des vidéos scientifiques avec ces comptes Twitter, enfin les comptes que j'utilise pour mon enquête sur l'islam et ses conclusions. Alors là, c'est une vidéo strictement scientifique. Hein. Je ne vais pas donner mon avis, je ne vais pas spéculer, j'ai la flemme. Souvent, il m'arrive de monter dans des lives ou dans des spaces et je dois réexpliquer aux gens, sans connaître leur niveau ou leur diplôme, ce que c'est que l'IA. Et d'une manière générale, dans le grand public, ce qu'on va appeler l'IA aujourd'hui, parce que c'est un mélange de plusieurs trucs. Et je pense qu'il y a des gens qui ont une perception magique, qui voient de la magie là-dedans, alors que c'est en fait un truc qui est connu depuis, je dirais pas un siècle, mais depuis les débuts de l'ordinateur, et qui a été amélioré avec des progrès récents basés sur des audaces. Donc je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo permette à tout le monde de comprendre en une seule fois, donc ça va peut-être être un peu long, mais vous y gagnez. Le niveau en maths qu'il faut, c'est un bac +1, même si je vais essayer de descendre de temps en temps, et parfois monter, et je vous demanderai de me faire confiance, mais je vais essayer vraiment de rester au niveau un petit peu le post-bac. Quand on a inventé l'ordinateur, donc le principe des machines de Turing, il y avait des tas de maths autour, on a démontré des tas de théorèmes, et l'indécidabilité du problème de l'arrêt, etc., des théorèmes très amusants, qui ont donné le théorème le plus célèbre des maths, enfin celui qui restera dans 2000 ans quand les autres seront des pièces de musée, lui il restera immuable, c'est le théorème de Gödel, qui pourtant n'a pas été largement amélioré dans les années 60 par le théorème de Cohen, parce que Gödel propose des phrases indécidables dans une théorie, mais en fait indécidables par la théorie, mais que l'intuition humaine, dont l'intuition humaine choisit de manière consensuelle la valeur de vérité. Alors que Cohen, avec la démonstration de l'indépendance de l'hypothèse de continu et tout un tas d'autres trucs, a montré qu'il existait, ce qui était prévisible, mais au moins il en a montré, il en a fabriqué avec la technique du forcing, il a fabriqué des phrases qui sont vraiment indécidables au sens qu'on voit bien pourquoi même l'intuition humaine ne permettra pas de trancher. Voilà, c'est deux techniques différentes de démonstration d'indécidabilité qui vont dans des sens opposés, puisque le forcing fabrique automatiquement du fait qu'un générique intersecte tous les ensembles denses, il est forcément extérieur à l'univers. Bon là, personne ne comprend, mais j'essaye d'expliquer le principe. Et donc si vous prenez une théorie générique, par exemple, qui prolonge l'arithmétique de Peano, elle va forcément fabriquer des nombres entiers infinis. Enfin, ces modèles auront des nombres entiers infinis, forcément. Alors que dans le théorème de Gödel, par exemple, si l'intuition humaine permet de dire cette phrase, elle est fausse, mais je ne peux pas prouver qu'elle est fausse, c'est parce que j'ai besoin de dire que si elle est fausse, elle me fabrique un entier infini. Ou alors, il n'y a pas de modèle de Peano tout court, ce qui règle la question. Ensuite, bon, ça c'est le domaine formel, ce qui a permis de maîtriser les machines de Turing, les automates finis, les automates à piles, blablabla, mais ce qui est universel, c'est les machines de Turing. C'est-à-dire c'est quand le ruban peut, c'est quand la machine ne fait pas que lire, elle peut aussi écrire, et elle s'écrit à elle-même avec un truc extérieur, un apport extérieur, et ça la rend universelle au sens qu'elle peut calculer tout ensemble récursivement énumérable, et en plus de manière créative. Alors là, le théorème, je passe un peu là-dessus, je vais aller vite. Un ensemble est créatif quand non seulement il est récursivement énumérable, mais quand en plus à toute personne qui prétend que son complémentaire est récursivement énumérable, vous pouvez lui péter la gueule, enfin vous pouvez montrer qu'il a tort de manière explicite, avec un algorithme lui-même programmable. Voilà, avec un algorithme uniforme. Bon, passons, de toute façon, c'est pas important. Puis ensuite, vous avez un autre champ des mathématiques, et les deux ont du mal à collaborer. Enfin, c'est pas qu'ils se disputent, hein, mais c'est que c'est des spécialités très différentes, avec des intuitions différentes, qui est le domaine des probabilités, qui en plus a subi une espèce d'agression, puisqu'on a été, au début du siècle, obligé d'accoucher dans la douleur de l'acceptation du paradigme quantique qui viole les probabilités. Enfin, ça les viole pas, mais si vous voulez, les probabilités quantiques, c'est des nombres qui ne sont pas forcément compris entre 0 et 1 et de manière irréductible. C'est-à-dire qu'on peut démontrer qu'il n'existe aucune manière de les faire rentrer dans l'intervalle 0,1 et même dans l'ensemble des réels, puisque parfois des nombres complexes sont rendus obligatoires. Tout ça, ça a créé de l'émulation, de la motivation et on pourrait appeler ça des cogitations sur le fondamental. Et en même temps, vous avez toute la science qui se développe d'une manière pratique, pragmatique, qui produit des choses, avec toujours un décalage d'environ 50 ans. Les premiers ordinateurs, ils exécutaient quelques milliers d'opérations par seconde, puis ensuite quelques millions. Aujourd'hui, on est rendu à plusieurs milliards d'opérations par seconde élémentaires.
et vous les commandez via un programme en assembleur. Alors aujourd'hui on a du confort, on a des langages élaborés qui ont été fabriqués à la main, hein, le C, le C++, anciennement le Pascal, aujourd'hui vous avez le Camel, le Lisp, qui sont sur des conceptions très différentes, avec un usage beaucoup plus sécurisé des piles, etc. Mais globalement, voilà, on est arrivé à des langages élaborés et on a ce qu'on appelle des compilateurs qui traduit tout ça en langage assembleur. Un langage assembleur, c'est un truc très simple, mais qui fait 1 milliard d'opérations par seconde, donc à la fin vous avez des super résultats. Tout ça c'est l'informatique. C'est comme ça que des chercheurs ont programmé des ordinateurs qui jouent bien aux échecs parce que ils leur ont tout dit, ok, ils leur ont tout dit, comment chercher, au détail près, et après vous lancez et le joueur d'échecs automatique, l'ordinateur qui joue aux échecs, explore des milliards de possibilités avant de jouer son coup, ce qui le rend quand même meilleur, ce qui l'a rendu longtemps meilleur qu'un être humain. Et pour l'instant, on ne parlait pas d'IA à cette époque-là. Il y avait un défi qui était quel programme faire pour que, par exemple, on vous montre une photo et l'ordinateur doit la décrire. Et ça, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas, il n'y a pas de programme. C'est pas qu'il n'en existe pas, c'est qu'on ne savait pas faire ces programmes. C'était très mauvais. De même, les traducteurs automatiques, ça a été un défi longtemps, c'était des milliards investis pour des résultats extrêmement merdiques. C'est pas qu'il manquait quelque chose, c'est que c'était difficile. Sur le plan classique, c'était difficile, on ne savait pas. C'est-à-dire, on n'avait pas réussi à faire une introspection suffisante en nous-mêmes, et la biologie a aidé là aussi, pour... voilà, le petit geek dans sa cave, il prend son petit ordinateur, son petit équipement, C++, il va programmer une semaine et il vous pond un traducteur français-anglais. Ça n'existait pas, ça ne pouvait pas exister. Il y a quelque chose qui nous échappait. De même, quand quelqu'un vous appelle au téléphone, on va dire que vous connaissez 1000 personnes, hein, amis proches, copains, camarades éloignés, vous reconnaissez tout de suite sa voix au téléphone. Quand vous croisez des gens dans la rue, vous les reconnaissez tout de suite. Et ça, on ne savait pas faire, on ne sait pas faire non plus. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que si vous essayez de trouver un programme qui vous lui montrez un visage, une personne habillée n'importe comment, une photo, et vous lui dites qui c'est, il va y arriver, mais en faisant des milliers de milliards d'opérations. Ça va prendre des heures. Ça va prendre des heures. Donc comment le cerveau humain, en faisant finalement a priori très peu d'opérations, et sans faire l'hypothèse qu'il utilise la magie quantique, les miracles quantiques, comment il fait? C'était une des questions dont on connaissait la réponse, mais on ne l'avait pas réellement bien mathématisée. Et donc maintenant j'ai expliqué comment il fait et comment on a imité avec des ordinateurs, et c'est devenu ce qu'on appelle l'IA. Voilà. Et ce qui peut paraître très impressionnant aujourd'hui, parce que je pense que même des gens qui n'ont pas un niveau très élevé, ils ont l'intuition qu'effectivement, quelle instruction donner à un robot qui ne prend aucune initiative pour reconnaître ses potes dans la rue et leur dire bonjour. Vous voyez, indépendamment de bouger le bras, etc. Mais comment, vous connaissez 1000 personnes, elles peuvent être dans des positions diverses et variées, habillées n'importe comment, et puis vous voyez Gérard, et ah, salut Gérard, en une seconde. Vous l'identifiez en une seconde. Ça, un ordinateur n'était absolument pas capable jusqu'aux années quasiment 80, 90, 2000. Et le principe commençait à être compris dans les années 80, mais il fallait faire un saut qui était une audace politique et non pas un problème scientifique. Donc, je vais répondre maintenant comment ça fait. Imaginons que vous souhaitiez savoir les prochains résultats des élections. Vous avez un théorème de maths très simple qui dit vous prenez un échantillon de 1000 personnes au hasard, vous les interrogez, vous avez le résultat à 2% d'erreur près. Il y a le mot erreur. Mais vous l'oubliez, vous dites bon, c'est quand même bien. Parce que imaginez, ce théorème, il est tout à fait valable et il marche encore mieux si vous avez 1 milliard de personnes dans votre pays. Vous en interrogez 1000, la marge d'erreur sera de 2%, et puis c'est tout. Voilà, et ça c'est un théorème de maths, c'est irréfutable. Et donc le pari, bon ça c'est juste pour avoir un nombre, genre Macron 42%, Romy Schneider 58%, vous voyez. Pour savoir ça, un sondage de 1000 personnes suffit. Bon, mais officiellement aujourd'hui on fait des élections. On ne décide pas des chefs d'État en faisant des sondages. Par contre, les boîtes privées, pour vendre des yaourts, pour faire une étude de marché, elles ne se gênent pas. Elles ne vont pas sonder toute la France. Vous allez l'acheter, mon yaourt, si je mets une affiche bleue, si je mets une affiche orange? Non, elles font des sondages et en plus, elles les font pour près de 1000 personnes sans leur suffit et ça leur coûte pas très cher. Voilà. Après, si vous interrogez 100 personnes au hasard, et vous voyez le mot hasard, il va être important dans la suite, la marge d'erreur, elle est quand même un peu plus grosse. Bon, je connais pas les chiffres par cœur, mais voilà, c'est quand même plus gros. On peut trouver des tables, hein, vous tapez marge d'erreur, c'est des histoires d'écart type, d'intervalle de confiance, etc. C'est d'ailleurs enseigné en lycée d'une manière culturelle, pas avec les démonstrations, mais d'une manière culturelle. On dit ça aux enfants, on leur explique ce que c'est qu'un intervalle de confiance, etc. Ouais. Donc même un sondage de 2 personnes, ça vous donne une amélioration, si elles sont tirées au sort, mais avec une marge d'erreur énorme. Hein. Alors, même une personne, hein,
0 personne, vous avez rien. C'est pas assez évident. Bon, bref. Les 1000 personnes, vous avez des très petites marges d'erreur. Et comme on le voit à chaque fois, les sondages se trompent jamais. Alors, ils ne se trompent jamais à l'instant T, hein, évidemment. La situation d'un pays peut évoluer, un attentat peut survenir, etc. Comme l'a trollé notre apologue du terrorisme, monsieur Mélenchon. Mais globalement, ça marche. Et il y a un théorème de maths qui garantit que ça marche. Il n'y a même pas besoin d'essayer. On sait d'avance que ça marche. Encore faut-il réussir à tirer au hasard un échantillon. Qu'est-ce que le hasard, etc. Bon, voilà. Mais en tout cas, cette idée, basée sur la loi des grands nombres, sur les théorèmes de la loi des... Enfin, ça s'appelle la loi des grands nombres. En fait, c'est des théorèmes de maths qui s'appellent le grand chapitre de la loi des grands nombres. On pourrait écrire un livre de maths qui s'appellerait la loi des grands nombres, avec toute une liste de théorèmes, de sous-théorèmes, etc. Ça marche parfaitement bien, et on s'est dit, mais en fait, ce que fait votre cerveau, c'est ça. Il vérifie pas tous les pixels du visage. Il fait des tirages de 15 pixels aléatoires ici, 10 pixels aléatoires là, ce qui prend rien comme temps. Et il vous dit, ah, c'est Gérard, et aujourd'hui, il s'est pas lavé. Il pue un peu, mais c'est Gérard. Mais il n'a pas pris tous les pixels qui représentent Gérard. Il n'a pas pris tous les pixels de la photo, et puis il a comparé avec chaque photo. Donc 2 millions de pixels pour la première photo, 2 millions pour la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à la 10 millième, ce qui vous fait 30 milliards de pixels à comparer avec toutes les sous-routines. Ça vous fait 1000 milliards d'opérations pour voir que vous avez affaire à Gérard, qui vient vous saluer et vous proposer de vous rembourser le café que vous lui avez payé la veille. Ça n'a pas marché. Par contre, 15 pixels suffisant, pof, c'est gagné. Et là, vous faites, c'est instantané. C'est instantané à l'échelle humaine, c'est quelques millionièmes de seconde, grand maximum. Alors vous voyez, on est passé de quelques millionièmes de seconde à un programme qui tourne pendant 300 heures pour vous permettre de savoir que vous avez affaire à Gérard. Vous voyez le gain avec une marge d'erreur. Ah, le sacrifice, c'est la marge d'erreur. Voilà, vous pouvez aussi faire de l'interpolation polynomiale quand vous ne cherchez pas un nombre ou à répondre à une question par une combo box, quoi. C'est-à-dire faut appuyer sur le bouton Gérard, vous voyez. Donc tout ça, vous faites une grosse tambouille mathématique et puis vous commencez à démarrer ce qu'on pourrait appeler la théorie de l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones. Je passe vite, mais c'est très facile à comprendre. Si vous voulez, vous passez une semaine à faire des sondages et vous allez voir à quel point c'est marrant, on apprend des tas de trucs. Et après, vous oubliez les marges d'erreur et vous dites, oui, il y a une probabilité que ce que je récolte me raconte des conneries, mais elle est faible. Elle est de 20%, j'ai seulement 20% de chance de me tromper. Puis vous avez des tas de renseignements comme ça sur le monde. Eh bien, vous généralisez ça à toute l'infrastructure de la connaissance interactive et vous avez les IA d'aujourd'hui. Alors, je vais prendre un exemple très simple que moi j'ai utilisé quand j'étais petit, bien avant que l'IA existe. C'était dans les années 70-80, je ne sais plus exactement. On avait des ordinateurs sympas, mais la carte graphique, pour changer un point, pour changer un pixel de couleur, ça prenait genre 1/100 de seconde. Donc, et j'étais très énervé parce que je voyais qu'on pouvait quand même faire défiler des films à l'écran. Mais le langage qu'on utilisait à l'époque pour les enfants, enfin moi j'étais enfant, j'avais pas accès. On m'avait offert un ordinateur et il y avait le basique dessus. Mais je savais pas programmer en assembleur et puis il n'y avait pas d'accès à l'assembleur même si j'avais su. Et ça m'énervait parce que je voulais produire des films. Mais pour produire un film, il faut afficher, allez, on va dire 10 images par seconde à l'écran. 10 images de... alors à l'époque, c'était peut-être 300 x 300, vous voyez, c'était peut-être 100 000 octets. Mais bon, c'était impossible de faire en basique comme ça. Alors ce que j'avais inventé pour me donner l'illusion, et ça marchait très bien, un petit peu inconfortable, c'est que je changeais aléatoirement la couleur de 1000 pixels sur les 100 000, c'est-à-dire 1/100. Comme ça tout le temps, 1000 pixels tous les dixièmes de seconde changeaient de couleur. Évidemment, les nouveaux pixels, c'était ceux de l'image suivante. Mais du coup, j'accédais à 10 images par seconde. Alors, ça faisait un truc un petit peu comme du grésillement. Mais le film, enfin le truc que je programmais, défilait. Je pouvais faire défiler et faire des tas d'expériences comme ça avec un ordinateur. Non pas en affichant 10 images complètes par seconde, parce que ça aurait nécessité 1 million d'opérations par seconde et je n'y avais pas accès. Mais en changeant la nouvelle image... 1000 nouveaux pixels, puis 1000 nouveaux pixels de la nouvelle image, etc. Et comme ça, il y avait un peu de flou, mais c'était fluide. Le global, mon cerveau voyait ce qui se passait. Je pouvais en tirer des conclusions et je faisais se rentrer des rochers les uns dans les autres. Et puis je comprenais des trucs, c'était marrant. Eh bien, c'est typiquement ça, le saut de l'IA, c'est industrialiser cette idée. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, imaginez, vous voulez mélanger deux images. Bon, vous pouvez faire des moyennes. Vous pouvez faire chaque pixel, prendre la moyenne que l'image 1 et l'image 2 attribue à la composante rouge, verte, bleue de cette image. Mais il y a beaucoup plus simple. Chaque pixel, vous choisissez au hasard si c'est un pixel
s'il va s'afficher comme pixel de l'image 1 ou comme pixel de l'image 2, et vous aurez un mélange des deux images à l'écran, et ça ira beaucoup plus vite, et vous n'aurez pas eu besoin de faire des moyennes RGB, red, green, blue, rien à foutre, quoi, voilà. De même, si on veut vous envoyer un message, mais que vous disposez que de 1000 octets, alors une image c'est 1000 sur 1000, on va dire 1 million d'octets. Vous prenez 1000 pixels au hasard, vous les affichez sur fond noir, le cerveau humain sait comprend l'image que vous lui avez envoyée. Elle est pourrie, voilà, mais il comprend. Essayez, hein, faites-le avec un ordinateur, prenez une image, prenez un fond noir et dites, choisis 1000 pixels au hasard et allume-les sur le fond noir, 1000 pixels de l'image, allume-les sur le fond noir, et vous verrez, il n'y a pas de souci, vous allez tout de suite reconnaître le paysage, ce qu'est l'image. Vous aurez le confort au moins, c'est tout. Par contre, si vous avez deux images, c'est pas sur fond noir, ou sur fond gris, ou sur fond aléatoire d'entropie maximale, évidemment, ça va un peu gâcher. Vous aurez un mélange des deux images. Si vous prenez une image de départ et que vous changez, mettez 1000 pixels de la nouvelle image, vous aurez l'ancienne image qui va prendre le pas et qui va être vue par votre cerveau. Voilà. Bon, de fil en aiguille, vous faites des maths, vous mélangez un peu de... Alors, c'est pas de la mécanique quantique, c'est les cogitations mathématiques qui ont progressé en se confrontant à la mécanique quantique, donc la théorie des ondes, la théorie des ondelettes, tout ça c'est des maths, ça vous donne le format d'image JPG par exemple. Donc quand vous avez un bitmap, un fichier bitmap c'est 1000 sur 1000, 1 million. C'est un carré, hein, on va simplifier, c'est un carré de 1 million de 1000 lignes, 1000 colonnes. Chaque case étant un pixel et donc une composante RGB. Rouge, bleu, jaune, green, RG, red, green. Ça prend 1 million d'octets, enfin même pas d'octets, de 32 bits, donc ça va être 3 millions d'octets, mais peu importe, ça prend de la place. Vous remarquerez qu'on a inventé les JPG, la même image elle va être sauvegardée en 8-10 000 octets, en très très bonne qualité, parce qu'on va faire une transformée de Fourier, et on va parier que ça restitue fidèlement l'image. C'est la théorie des ondelettes, c'est le principe précédent, mais en plus élaboré. Et vous avez votre image. Donc vous en fichez, vous pouvez jeter dans la corbeille de l'ordinateur le fichier d'1 million d'octets au format bitmap. Parce que pour l'usage que vous en faites, le fichier qui prend seulement 100 fois moins de place, il vous suffit pour voir l'image. Et c'est pareil pour les films. Avec la transformée de Fourier, la théorie des ondelettes, tout ça ayant été développé par des tonnes de mathématiciens des siècles précédents et de notre siècle, mais motivé et catalysé par la détermination à comprendre le monde quantique. Ce qui, entre parenthèses, n'a pas... Voilà. Ça a surtout fait progresser les maths. Le monde quantique, il a fallu s'y procéder de manière bien plus tordue pour l'accepter, le comprendre et l'unifier. Mais bon, au début, on a travaillé avec des observables en mécanique quantique, on a pris des valeurs propres qui étaient des nombres, et puis on a commenté la non-commutativité des opérateurs, blablabla, et on a fait de la mécanique quantique à l'ancienne, où on a considéré que les valeurs propres, c'était important. Alors en fait, il se trouve que non, vous pouvez mettre des cartes à jouer à la place des nombres, et le principe quantique est toujours le même. Mais au départ, on a travaillé avec des nombres, voilà. Et avec des observables. Aujourd'hui, l'observable, c'est à toute fin pratique, pour aller vite et industrialiser les progrès quantiques. Mais les fondements profonds du paradigme quantique sont obligés de passer par d'autres conceptions mathématiques. Et tout ça, en fait, ça fait faire des maths à des gens et ça leur a fait inventer le format JPG, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous perdez rien? Ben non, si, vous perdez 99% du contenu, mais c'est 99% d'un contenu qui est inutile. Vous avez jeté 99% de trucs inutiles à la poubelle en passant de l'image bitmap à l'image JPG. Maintenant, prenons un fichier qui, en fait, c'est le code pénal. Prenons le code pénal écrit en français. Donc là, tout compte, hein, les espaces, les lettres, tout compte. Et faisons-lui croire, donc on l'écrit sur 1 million d'octets, on va dire on s'arrête au bout d'1 million d'octets, et faisons-lui croire que les lettres du code pénal, c'est les octets d'une image. Donc ça va faire un truc un peu grisâtre, tout mélangé, quand vous l'ouvrez avec un visualisateur d'image bitmap. Parce qu'il va tout simplement, il va mettre couleur du pixel de la ligne 52 et de la colonne 74, la lettre de l'alphabet français qui correspond à cet endroit-là dans le code pénal. Maintenant, cette image, vous pouvez utiliser un logiciel qui la sauve au format JPG en 10 000 octets. Et vous vous dites, oh c'est génial! Quand je vais l'ouvrir avec un logiciel pour lire du texte, finalement j'ai le code pénal qui prend 10 000 octets. C'est cool. Bah non, ça va pas marcher. Si vous l'ouvrez, vous allez avoir n'importe quoi, des lettres au hasard. Ce sera plus le code pénal. Ce n'est pas une compression fidèle. Il y a de la perte. Et si c'est le code pénal, vous perdez absolument tout.
Mais absolument tout. Il n'y a pas un seul détail qui va rester, ça va être que des lettres aléatoires dans tous les sens. Voilà, ça marche pour les images, ça marche pas pour des... Vous voyez le truc, la compression au format JPG ne permet pas de restituer les données de départ. Elles sont perdues. 99% des données de départ sont perdues. Mais le grand avantage, c'est que elles n'avaient pas d'importance pour ce qui concerne une image. Voilà, vous êtes typiquement là dans le domaine de cette nouvelle IA basée sur de l'approximation, sur jeter les informations pas importantes, sans être sûr, avoir des epsilon, avoir des taux d'erreur, etc. Par contre, il existe des logiciels qui vous compressent parfaitement bien des fichiers et grâce à tout un tas d'astuces, et puis vous retrouvez le fichier initial en décompressant, hein, c'est WinZip le plus connu je crois. Alors attention par contre, ces logiciels, si vous lui rentrez un fichier que vous avez rentré des octets aléatoires, le logiciel il va grossir le fichier, il ne va pas le réduire. Pourquoi? Bah évidemment il faut que... En fait il compresse bien certains fichiers parce qu'on a fait exprès, voilà, on a mis des abréviations, des systèmes algorithmiques d'abréviation. Ça n'a rien à voir avec de l'intelligence artificielle version réseau de neurones. C'est tout à fait autre chose. Même si parfois on s'inspire, etc. C'est vraiment la compression JPG qui vous donne une bonne... ou le sondage IFOP qui vous donne une bonne représentation de ce qu'il y a. Alors, pour vous montrer les limites, hein, parce que ça paraît magique, vous interrogez 1000 personnes et vous savez ce que pense 1 milliard de personnes. Ça paraît magique comme ça. Alors, il y a quand même des limites. Si vous faites un sondage IFOP, très bien, vous savez qui c'est qui va gagner à l'élection. Mais si ensuite vous voulez savoir, il a voté pour qui mon voisin, bah vous savez pas. Voilà, c'est perdu. C'est une donnée, typiquement, c'est perdu. C'est pas dans les octets. C'est comme la compression JPG. C'est complètement perdu. Pareil, si vous voulez faire des maths ou vous voulez faire des trucs un peu fins avec l'IA, elle va vous raconter n'importe quoi. C'est le prix à payer. C'est comme l'histoire du code pénal que vous avez compressé au format JPG, puis décompressé. Ce que ça vous restitue, c'est absolument n'importe quoi. Voilà. Par contre, l'intelligence artificielle, elle est très fiable pour les moyennes, pour les synthèses globales, pour les résultats de sondage, pour les cibles. Voilà, c'est fait pour. C'est fait pour. Et alors, ce qu'on a découvert de très incroyable avec cette IA, c'est pas qu'on peut fabriquer des machines extraordinairement puissantes. C'est que nous sommes pas puissants, pas plus puissants qu'une IA, pour 90 à 95% de nos activités. C'est-à-dire que l'IA, parce que l'IA c'est banal, hein, c'est soutenu par des théorèmes de maths, des probabilités, la théorie des sondages, je veux dire, il n'y a pas de mystère. Mais ça nous a montré que ce que nous faisons au quotidien, bah on ne fait pas mieux. Parce que quand on se compare avec l'IA, quand vous discutez avec une IA, moi j'ai eu une longue discussion, à plusieurs reprises j'ai eu de longues discussions, j'ai demandé à l'IA de me former à des grandes questions de synthèse géopolitique basées sur la loi des grands nombres. Et là j'ai discuté, j'avais l'impression, je la remercie, je lui dis même bonne soirée, une fois que j'ai fini, par réflexe, vous voyez. Et personne ne peut imaginer, enfin si on enregistrait, on remonte le temps et on montre ça à quelqu'un qui vivait dans les années 1990, il dirait non mais c'est un être humain qui t'a répondu, ça se voit. Il a simulé un peu la voix d'ordinateur, mais en fait c'est un être humain. Eh bien non. Et pourquoi l'IA est impressionnante? Eh bien la réalité c'est qu'on a découvert que les êtres vivants en termes comportementaux et les êtres humains ne sont pas impressionnants. Ils sont des IA pour 90 à 95% de leur activité. Ce n'est pas l'IA qui est puissante, c'est nous qui ne le sommes pas. Sauf pour 5% d'un petit truc irréductible, probablement très intriqué quantiquement, mais qui n'est pas nécessaire au quotidien. Voilà. Ça l'est dans des domaines aigus, mais au quotidien, rien n'indique qu'on fasse autre chose pour nos affaires courantes. Rien n'indique qu'on se comporte autrement que comme ces basiques réseaux de neurones que sont les IA, basés sur l'empilement de sondages avec des bifurcations de sécurité. Parce que si vous empilez des sondages, à force d'additionner les risques d'erreur, vous obtenez 100% de risque d'erreur. C'est-à-dire